Organisé par la Chambre d'agriculture, donc l'équipe érosion coulée de boue. Donc un webinaire destiné aujourd'hui à vous rendre compte un peu des résultats de différents essais au niveau travail du sol, donc en absence de labour. Hein. Donc en fait, c'est surtout des essais qu'on avait conduits sur le territoire concernant dans des sols limoneux battants, donc dans des secteurs limoneux à enjeu érosion coulée de boue, dont l'objectif est de laisser des résidus en surface. Donc, juste par rapport à l'introduction au niveau du fonctionnement, sachez que aujourd'hui, c'est vrai que on a opté pour cette forme de communication. Hein. D'habitude, on organise des réunions techniques. Là, avec le Covid, on va faire en webinaire. Ça permettra également à certains de revoir un peu nos présentations parce qu'on propose d'enregistrer la présentation et de la mettre en ligne pour ceux qui n'auraient pas pu se libérer cet après-midi. Et donc voilà. Autrement, autres aspects plus techniques, je vous propose donc, je pense que les uns et les autres, ils ont les micros coupés, mais si vous avez des questions à formuler au courant des différentes présentations, hein, vous pouvez utiliser le chat et je me chargerai un peu à synthétiser un peu les différentes questions et à les relayer auprès des différents intervenants. Voilà, très bien. Je propose donc qu'on va aborder nos webinaires. En fait, l'idée, c'est aujourd'hui de voir un peu par rapport à des questions d'actualité, peut-on laisser des couverts en place durant l'hiver jusqu'au printemps? Et donc, comment détruire ces couverts mécaniquement, chimiquement? Quel est l'effet des travaux du sol au printemps? Et donc la question du glyphosate, la question qui est couramment posée également, hein, comment gérer ces couverts et l'impact des couverts par rapport à aussi les enjeux climatiques auxquels on est confronté actuellement, c'est-à-dire la réserve en eau du sol. Hein, est-ce que mon couvert va pomper de l'eau qui ne sera pas disponible au maïs suivant? Donc, plein de questions auxquelles on aura l'occasion de vous donner certaines solutions, quoi. Hein. Et vous verrez au niveau des exposés, donc François Alves et Olivier Rapp vont vous présenter différents résultats. Des résultats qui seront variables, hein, vous verrez ça. L'idée, c'est que chacun puisse se faire un peu une opinion sur justement qu'est-ce qu'il y a à faire, comment je gère mes couverts, quels sont les risques. Ce n'est pas des recettes toutes faites qu'on va vous transmettre, mais c'est vous donner un éventail de possibilités qu'on pourra utiliser ou mettre en œuvre sur vos fermes. Voilà, je vais être pas plus long, donc je vais laisser le premier exposé à François Alves, donc avec son retour d'expérience. À toi, François. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons commencer par vous présenter deux résultats d'essai concernant la période de destruction des couverts végétaux qui auront été implantés après la récolte d'un blé et qui seront suivis d'une culture de printemps et plus précisément d'un maïs. Les couverts végétaux, ce sont des choses que vous mettez tous en œuvre sur vos différentes exploitations, aussi pour différentes raisons, hein, pour des aspects agronomiques, des aspects environnementaux ou tout simplement des aspects réglementaires. Néanmoins, on se rend compte qu'il y a une interrogation qui est très souvent partagée par vous concernant la date de destruction. Comme le disait Rémi, y a-t-il un risque pour la culture suivante, en l'occurrence le maïs, à maintenir un couvert végétal longtemps, de détruire le plus tard possible, risque par rapport à des aspects stress hydrique potentiels sur le maïs et ou des éventuelles fins d'azote liées à l'évolution, à la réorganisation de ces couverts végétaux. Donc, je vais commencer par vous présenter un premier essai qui a été mené dans le sud Alsace, sur la commune de Burnopte-le-Haut. En termes de type de sol, on est sur des limons acides et battants du Sungo, des sols qui ont un très bon potentiel agronomique, mais qui malheureusement, de par leur composition, ont tendance à se refermer très rapidement sous l'action des pluies, à former une croûte de battant, ce qui va perturber ensuite l'infiltration de l'eau. En termes d'argile, on est entre des 15 et 30%,
et sont des sols donc profonds avec une réserve utile estimée de 120 à 160 mm. Le couvert qui a été implanté, c'est un couvert multi-espèces, comme vous pouvez le voir sur les photos, composé de 6 espèces, de la févrole, de la facélie, de la vesse, du trèfle, du tournesol et du lin. Donc, c'est un mélange qui a été semé à 45 kg hectare, semis du 5 août 2019. Et la technique d'implantation était la suivante: passage d'un déchaumeur à dents, à une quinzaine de centimètres de profondeur, suivi d'un semis céréales au combiné. Des pesées de biomasse ont été effectuées afin d'apprécier justement le développement de ce couvert. Donc, différentes pesées ont été effectuées le 4 décembre 2019. Comme vous pouvez le voir sur les photos, concrètement, comment procède-t-on? On prend un cadre d'1 mètre par 1 mètre et on est amené à couper tout ce qui va dépasser de la surface du sol. Donc, on va prendre en compte uniquement la biomasse aérienne. La biomasse racinaire n'est rarement prise en compte, alors qu'elle a un enjeu fondamental et qu'elle peut être plus ou moins importante. Mais la difficulté, c'est de l'estimer au plus juste. Donc là, bien souvent, on fait des pesées de biomasse aérienne. 3 répétitions. Nous sommes arrivés à une biomasse fraîche de 15,3 tonnes, matière fraîche hectare. Ensuite, on a pris un échantillon que l'on a envoyé à la SADEF pour avoir la teneur en matière sèche, qui était précisément de 17,7%, ce qui nous induit 2,7 tonnes de matière sèche par hectare. Ce qui est déjà pas mal, je dirais, à remettre dans le contexte de l'année climatique 2019. Donc, le plan de l'essai. L'objectif premier de l'essai était de tester, de voir un petit peu les conséquences d'une destruction tardive comparativement à une destruction précoce. Donc, notre destruction précoce, c'est ce que vous voyez sur la bande de gauche. Donc, c'est une destruction mécanique qui a été faite le 21 janvier par un outil à disque, le Syncroflex de Franquet. On vous montrera par la suite des photos pour les gens qui ne connaissent pas ce matériel. Nous avions également une bande à côté correspondant à notre destruction tardive qui a été faite par voie chimique le 20 mars 2020, par voie chimique à base de glyphosate et de chardol 600, donc 2 litres de glyphosate et 1 litre hectare de chardol. L'ajout du chardol est lié au fait que dans le couvert, on avait une dominante de légumineuses, on avait également quelques adventices de type mouron, et du coup, on a préféré assurer le coup en mettant ces 2 produits à des doses donc de 2 litres et 1 litre. Par rapport à l'utilisation de chardol 600, il faut être très vigilant par rapport aux conditions d'application, avant, pendant et après le traitement, surtout par rapport à la température. Pour que ce produit fonctionne bien, il faudrait idéalement avoir un minimum de 12-15 degrés, ce qui a été le cas au moment du traitement. Et nous avions également une dernière bande qui était notre répétition, qui devait être à l'origine uniquement la répétition de la bande destruction précoce, mécanique, qui a été faite le 21 janvier. Néanmoins, en sortie d'hiver, on s'est rendu compte que sur cette bande, où il y avait une destruction mécanique, avec le déchaumeur, il y a eu pas mal de repousses de blé et de développement d'adventices de type mouron. C'est la raison pour laquelle l'exploitant agricole, lorsqu'il a procédé à la destruction chimique de cette bande, est également intervenu sur cette bande pour éliminer toutes ces repousses de blé et de mouron. L'exploitant agricole a également eu l'opportunité d'avoir un outil en démonstration chez lui pendant quelques jours, par sa concession, qui est un outil ProLander, ce qui explique le fait que dans cet essai, c'est rajouté un deuxième essai, entre guillemets, qui a permis de travailler différentes techniques, différents outils de reprise de préparation du lit de semence. Je m'en explique. Là, vous avez donc la destruction de notre couvert par voie mécanique, par voie chimique, par voie mécanique le 21 janvier, complétée d'une intervention chimique le 20 mars, je répète, en raison des nombreuses repousses de blé et d'adventices type mouron en sortie d'hiver. L'exploitant agricole fait également du non-labour depuis quelques années, et l'itinéraire qu'il met en œuvre lorsqu'il implante ses maïs en non-labour, c'est un travail quelques jours avant le semis, couplé avec le passage des lames à grissem, donc un ameublisseur, qui permet de travailler, là en l'occurrence, à 15-18 cm. Ce sont des lames étroites qui se finissent en T, qui vont avoir pour effet simplement de soulever le sol et de le laisser se reposer. Il n'y a pas de perturbation des différents horizons, c'est vraiment un effet vague derrière le passage de l'outil, et l'objectif, c'est vraiment d'ameublir le sol sur sa profondeur. Et en même temps qu'il passe les lames à grissem, il y a également l'herse rotative qui a permis de travailler, de préparer le futur lit de semence sur à peu près 4-5 cm. Et à côté de ça, d'autres modalités donc, de reprise, de préparation du lit de semence ont été testées. Une modalité
On a fait un premier passage avec le Synchroflex, donc l'outil à disque, à une profondeur d'environ 7-8 cm, suivi d'un second passage au prolondeur, une autre modalité où il y a eu 2 passages de prolondeur. Et donc, vous avez ces différentes modalités de reprise, de préparation du lit de semosse qui ont été intégrées dans les 3 modalités liées à l'aspect destruction du couvert végétal. Ce qui apparaît en jaune, ce sont les bandes qui ont été récoltées. C'est une récolte manuelle. Concrètement, sur chacune de ces modalités, je prends par exemple cette modalité numéro 1, il y a 4 bandes de 10 mètres linéaires qui ont été sorties. Donc, nous récoltons les épis à la main et ensuite nous battons tout ça à poste fixe. Donc, voici les photos des lames agricem, l'ameublisseur agricem. Donc, je répète, c'est des lames très étroites qui finissent avec les ailettes en T et où l'objet, c'est simplement de fissurer le sol en profondeur, de le soulever et se repose sans perturbation des différents horizons. On a un écartement entre les lames d'environ 70-75 cm. Ça, c'est l'outil à disque qui a été utilisé donc, pour assurer la destruction précoce par voie mécanique fin janvier. Donc, vous voyez, un outil qui permet de travailler, mais de manière superficielle. On ne peut pas excéder, on va dire, les 8-10 cm maximum. Cette photo correspond au passage de l'outil en condition de gel. Et sur la photo de droite, vous voyez les différentes bandes. Ici, on est à la limite entre 2 bandes. La partie gauche correspond à la destruction mécanique de fin janvier. Et la partie droite correspond à la destruction chimique qui a eu lieu fin mars. Donc ça, c'est l'outil que le concessionnaire avait eu en démonstration durant quelques jours et qu'il a souhaité tester sur un certain nombre de ses parcelles, notamment cette parcelle d'essai. Donc c'est un cultivateur, un outil à dents vibrantes, 3 rangées de dents qui va permettre de préparer le sol, de préparer le futur lit de semences avant l'implantation du maïs. Donc là, quelques photos des différentes modalités, des différentes bandes avant le semis. Donc, c'est des photos qui ont été prises le 8 avril 2010. Le semis a eu lieu 2 jours après. Donc, sur cette photo de gauche, on devine la limite entre une destruction mécanique à gauche qui a été complétée par voie chimique, dans la mesure où il y a eu de nombreuses repousses de blé et développement d'adventices. Cette bande, ici, correspond à la modalité destruction tardive par voie chimique, donc avec le mélange 2 litres de glyphosate et 1 litre de Chardol 600 de 2,4-D. Là, on a de nouveau la bande destruction uniquement par voie chimique. Ici, cette bande correspond à la destruction précoce qui a eu lieu donc, le 20 janvier, par voie mécanique, donc avec l'outil à disque, le Synchroflex de Franquet. Et vous pouvez voir que sur cette bande, on voit déjà que ça s'est bien reverdi. Ce reverdissement, il y a des repousses de blé et également des adventices de type mouron. Donc cette bande, je dirais, c'était encore acceptable. L'autre bande sur laquelle je vous disais qu'il y a une destruction mécanique suivie d'une destruction chimique, le salissement était bien plus important. Et c'est la raison pour laquelle on a pris la décision avec l'exploitant agricole d'intervenir une seconde fois pour finir le travail par voie chimique. Et là, vous voyez la limite entre les 2 bandes, destruction tout chimique et que chimique sur la voie de gauche et la destruction que mécanique sur la partie de droite. Et là, vous avez la dernière modalité, destruction mécanique, fin janvier, plus chimique, fin mars, en raison des repousses de blé. Donc, le semis du maïs s'est fait le 11 avril. La variété, c'était P9234, semé à 95 000 pieds hectares. Donc, au niveau du rendement, on va comparer ce qui peut être comparé. C'est-à-dire qu'on va prendre les mêmes outils qui ont été utilisés pour faire la reprise de sol et la préparation du lit de semences. Là, en l'occurrence, on est dans des modalités où cette préparation de sol du lit de semences s'est faite par le passage des lames agricem couplées à la herse rotative. Et vous voyez sur le bâtonnet de gauche la modalité qui correspond à la destruction précoce par voie mécanique, donc qui a été faite fin janvier, et le bâtonnet de droite correspond à la destruction plus tardive par voie chimique avec les 2 litres de glyphosate et 1 litre de 2,4-D fin mars. Vous voyez qu'en termes de niveau de productivité, 124 quintaux, 125,9 quintaux, c'est la même chose. On a fait tourner notre logiciel d'analyse stat
Et je dirais qu'il n'y a pas de différence entre ces deux modalités. On peut également comparer destruction précoce et destruction tardive dans les modalités qui ont été reprises par le synchroflex, un premier passage, suivi d'un second passage avec le prolander. Là également, deux bâtonnets. Le bâtonnet vert correspond à la destruction précoce, donc toujours fin janvier, 129,9 quintaux. Le bâtonnet bleu correspond à la destruction tardive, qui s'est faite fin mars, et on est à 129,5 quintaux. Donc là également, ce qu'on peut en déduire sur ces deux graphes, c'est que quelle que soit la période de destruction du couvert, qu'elle soit précoce ou tardive, il n'y a pas eu d'impact direct au niveau de la productivité du maïs. Le rendement obtenu sur maïs, c'est un critère important par rapport à des aspects économiques, mais je dirais qu'il n'est pas suffisant. Il faudrait pousser le raisonnement et prendre en compte toutes les charges qui ont été mises, les charges aussi bien au niveau des intrants que les charges de mécanisation. Alors au niveau des charges des intrants, je dirais elles sont similaires, que ce soit destruction précoce ou destruction tardive, dans le sens où c'est exactement la même variété qui a été implantée, la même fertilisation azotée, le même programme de désherbage, tout est équivalent. La seule différence correspond au mode de destruction, où dans une situation, on a eu une destruction mécanique, donc outil de déchômage à disque. Dans l'autre modalité, destruction chimique, donc un passage de pulvérisateur avec les deux produits glyphosate et 2,4-D. Et lorsqu'on va jusqu'au chiffrage de ces deux itinéraires, on est dans le même ordre de grandeur, on arrive à 31 ou 32 € par hectare, en s'appuyant sur les tarifs d'entraide de 2020. On se situe, pour être précis, à 31 € par hectare pour l'utilisation d'un déchômeur à disque indépendant de 3 mètres, sachant que ce montant prend en compte le tracteur, l'outil, la main-d'œuvre et le carburant. Et lorsqu'on va comparer à l'autre modalité destruction tardive par voie chimique, on a un passage de pulvé à peu près 10 €. Et les produits phyto, les 2 litres de glypho et 1 litre de chardon, on arrive grosso modo à 20 €. Donc, ce qui fait une trentaine d'euros également par hectare. Donc, on a également là les mêmes coûts. Un deuxième essai du même type qui a été conduit pas très loin sur la commune d'Aspac-le-Bas, toujours sud-Alsace. En termes de type de sol, on est sur des sols très similaires, des sols à potentiel, mais qui présentent l'inconvénient par rapport à notre thématique du jour de se refermer très rapidement en surface. Ce sont des sols battants. Donc là également un couvert qui a été implanté après la moisson du blé. La période d'implantation semis le 10 août. La technique d'implantation, là un petit peu plus innovante, peut-être surprenante pour vous, sachant que l'implantation s'est faite par un passage l'épandeur d'engrais, suivi d'un déchômage à disque avec le rubine très superficiel. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est une technique qui peut être innovante, surprenante, mais qui, dans le contexte 2019, a apporté des résultats très intéressants. C'est également un mélange multi-espèces composé de légumineuses et de graminées. Il y avait donc du pois, 25 kg hectare, de l'avesse, raison de 10 kg hectare, et de l'avoine de printemps à 15 kg hectare. Là, on a comparé deux modalités, destruction précoce toujours, par broyage, suivi d'un labour, fin janvier. Broyage parce que le couvert était bien développé. C'était plus par mesure de sécurité, on va dire. Et comparaison avec une destruction plus tardive qui a eu lieu fin mars, avec un déchômage à disque avec le rubine, sachant qu'il y a eu deux passages. Pourquoi deux passages? Pour la simple et bonne raison qu'on était sur une parcelle où il y avait toute une portion qui était un petit peu plus argileuse, plus lourde, et le fait d'avoir passé uniquement une fois l'outil ne donnait pas un émiettement suffisant du sol. C'est la raison pour laquelle l'exploitant a dû passer une seconde fois, mais c'est lié à l'hétérogénéité de la parcelle et du sol. Quelques photos également de la parcelle en sortie d'hiver, en fin janvier. Vous voyez la modalité de gauche, le couvert qui était encore en place, où majoritairement c'était les légumineuses qui avaient pris le dessus. Et la modalité de droite ici, ou ici sur le devant, la fourrière, correspond à la destruction précoce qui s'est faite par un broyage suivi d'un labour fin janvier. On a eu l'occasion fin janvier de mettre un petit coup de bêche dans la modalité sur laquelle le couvert était également encore en place. Et vous avez la photo en haut à droite. Ce qu'on a observé, c'est qu'on avait une très bonne structure, on peut le voir sur la photo, une structure bien grumeleuse sur les 10-15 premiers centimètres qui était vraiment très favorable. Et on se posait la question, qui méritait d'être confirmée par une seconde observation, je dirais, au moment du semis,
de voir si du semi-direct n'aurait pas été envisageable dans cette parcelle, parce qu'on avait une structure qui s'y prêtait bien. Là, toujours quelques photos de la parcelle. Modalité de gauche, destruction précoce, labour. On voit que le sol a commencé à se reprendre, à se refermer. Modalité de droite, destruction fin mars, avec 2 passages de rubine. Ensuite, une reprise classique, vibroculteur. Quelques photos, cette fois du maïs, durant son cycle. Partie gauche, destruction précoce. Partie droite, destruction plus tardive. Là, vous avez la limite des 2 modalités. Donc, à gauche, la destruction précoce, à droite, la destruction tardive. Visuellement, on n'a pas vu de différence, je dirais, tout au long du cycle du maïs. Et cette absence de différence visuelle, c'est également traduit au niveau de la productivité. Si on regarde le rendement des 2 modalités, donc le bâtonnet de verre correspond à la destruction précoce, ce qui se fait, on va dire, classiquement, hein, soit fin d'année, courant novembre-décembre ou janvier dans cette situation. Et comparé à une destruction plus tardive de fin mars, vous voyez que les niveaux de productivité est également le même, 106,7, 108,7. Ça, statistiquement, il n'y a pas de différence, on est vraiment au même niveau. Et j'ai oublié de le préciser, c'était un semis du 17 avril avec du de Calbe, 45,98, semé à 92 000 pieds hectares. Là également, si on pousse le raisonnement économique un petit peu plus loin, donc au niveau des charges des intrants, c'est exactement les mêmes, hein, même problème de désherbage, même problème de fertilisation, je répète, la seule différence vient de la période de destruction et du mode de destruction. Et si on regarde là, au niveau des charges de mécanisation, la modalité de destruction précoce qui s'est faite, je dirais, par le passage d'un broyeur suivi du labour, hein, quand on compte les deux, ça revient à peu près 100, 110 euros de l'hectare, hein, on va dire une bonne quarantaine d'euros pour le passage du broyeur et 70 euros pour la charrue, une charrue 5 corps. Et si on compare avec la modalité destruction tardive qui s'est faite par déchômage à disque, 2 passages, on arrive à 60, 65 euros. Donc là, on a quand même une économie des charges de mécanisation d'une 50aine d'euros dans la modalité concernant la destruction plus tardive, ce qui n'est pas négligeable, sachant qu'on ne prend pas également en compte le temps d'intervention dans les 2 situations, pour les 2 essais. Dans le cadre de la destruction tardive, je dirais, on a eu de sérieuses économies de temps. Si on fait une première petite synthèse par rapport à ces 2 résultats d'essai, qu'est-ce que l'on peut en tirer comme conclusion? La première, c'est que dans les 2 situations, la destruction tardive du couvert, hein, donc qui s'est faite fin mars dans les 2 situations, n'a pas eu d'impact sur la productivité du maïs, quel que soit le site. Donc ça, c'est à remettre dans le contexte de l'année 2020. La destruction mécanique, c'est ce qu'on a eu sur le premier essai, sur le site de Burnopt, hein, destruction mécanique par outil à disque très superficiel, peut parfois s'avérer insuffisante. Ça a été le cas cette année sur une des modalités, en raison de nombreuses repousses de blé, hein, qu'on a observé, je dirais, de manière générale, pas spécifiquement à notre essai, et également du développement d'adventices qui peut se faire en sortie d'hiver. Dans les 2 situations, ce qu'on a observé, c'est l'intérêt, les bénéfices de maintenir un couvert vivant sur la structure du sol. Un point que je n'ai pas dit également, mais sur le premier essai, donc sur la commune de Burnopt, on avait également eu l'occasion de mettre un petit coup de bêche dans la modalité destruction précoce et dans la modalité destruction tardive. Et ce que l'on a observé, c'est que dans la modalité destruction tardive, on a maintenu donc le couvert jusqu'à fin mars, le sol avait une très très bonne structure, alors que dans l'autre modalité, on voyait déjà un début de reprise en masse. La structure n'était pas aussi favorable que dans la modalité où on avait maintenu ce couvert le plus longtemps possible. Et c'est bien le fait d'avoir un couvert vivant avec ses racines qui va avoir de nombreuses incidences sur la vie du sol, mais également sur la préservation de la structure. Donc voilà les principaux enseignements de ces 2 premiers essais qu'on voulait vous présenter. Et là, je vais laisser la parole à mon collègue Olivier Rapp qui va vous présenter un autre essai qui a été mené dans le nord de l'Alsace. Juste, François, oui, juste merci pour ta présentation. Il y a eu une seule question, juste pour rappeler, hein, donc on est bien dans le contexte du Sungo l'année dernière, hein, où en termes de précipitations en été, quoi, hein, on a sûrement eu plus de précipitations que dans le secteur du Bas-Rhin. Hein. C'est pour ça, quand vous avez vu les résultats, on était aux alentours de 125, 130 quintaux. Hein. L'impact par rapport à l'eau était différent que dans le Bas-Rhin.
On verra un peu l'effet de Olivier sur l'essai d'Aror. Et donc, une question, donc, y a-t-il eu des lissages avec les disques, François? Est-ce que tu peux nous donner des précisions à ce sujet? La question, y a-t-il eu du lissage? Du lissage avec l'outil à disque et éventuellement aussi avec l'autre outil, quoi. Alors, c'est une question que l'on se pose effectivement lorsqu'on observe les différences de productivité sur le premier essai entre la modalité sur laquelle on était intervenu avec les lames à Grissem à 18 cm et l'autre modalité où on a fait un travail que superficiel. Hein. Je pense que vous l'avez tous vu, il y a une différence de 4-5 quintaux. Donc, ces 4-5 quintaux, on ne sait pas précisément comment les expliquer. Mais on a une interrogation par rapport à un lissage en profondeur lorsqu'on a passé les lames à Grissem, bien qu'on se soit assuré au préalable que le sol était suffisamment ressuyé. Mais je dirais peut-être que ça a pu avoir une incidence. Et une autre explication possible également, si on a fait intervenir différents outils par rapport à tout ce qui est reprise, préparation de sol, donc le synchroflex, le prolongeur ou l'herse rotative, et par rapport à un état de surface, les modalités sur lesquelles il y avait le passage de l'herse rotative étaient les modalités où il y avait peut-être le moins de rugosité, le moins d'hétérogénéité. Donc peut-être que dans le temps, et ça on l'a observé à certains endroits, il y a une fermeture, une prise en masse qui s'est faite peut-être un petit peu plus rapidement que sur les autres modalités. Après, on a eu tous un été particulièrement éprouvant, hein, avec la sécheresse, et ça a peut-être un petit peu joué sur l'infiltration des eaux de pluie qui sont venues par la suite. Mais on n'a pas d'explication autre que ces deux interrogations pour expliquer la différence des 4-5 quintaux entre une reprise superficielle avec des outils à disque ou à dents vibrantes et une reprise accompagnée d'un travail un petit peu plus en profondeur avec les lames à Grissem. Ok, merci, merci François. On va peut-être, je vous rappelle juste hein, par rapport aux différentes questions hein, que vous pouvez les poser sous la forme d'un chat en bas au niveau de votre écran sur une bulle discussion ou converser. Vous pouvez poser votre question, à moins qu'il y ait encore l'une, si jamais il y a encore une question, sinon il faut se manifester. Sinon, on va passer au deuxième exposé de Olivier Rapp sur un autre contexte. Oui, bonjour à tous. Alors, il y a une question qui vient juste d'arriver dans le chat encore pour toi, François. Est-ce qu'il y a eu des soucis d'humidité pour rentrer dans les parcelles au printemps avec le couvert qui restait en place? Il faut que tu rallumes ton micro. François, il faudrait que tu rallumes ton micro. Pardon, merci. Je t'en prie. Non, il n'y a pas eu de problème particulier par rapport à l'état, le ressuyage de la parcelle. Ça ne nous a pas impacté pour rentrer dans la parcelle, notamment dans la modalité où le couvert avait été maintenu longtemps. Bien, du coup, je vais démarrer avec la deuxième partie. Que j'ai appelé couvert hivernal et semis direct du maïs. En fait, c'est la suite de la plateforme qu'on avait à Rohr en 2019-2020. Donc, en termes de contexte, hein, on avait organisé une journée technique sur les TCS, le non-labour, en octobre 2019, journée au cours de laquelle on avait fait des démonstrations de travail du sol et de semis de couvert. Et donc, on a suivi cette plateforme-là en 2020 avec le semis du maïs et pour voir ce que donnait tout ça sur le semis du maïs. Et donc, on est bien dans un objectif de lutte contre l'érosion en couvrant le sol en hiver, mais aussi avoir suffisamment de résidus en surface au mois de mai quand arrivent les orages printaniers. Et l'agriculteur chez qui on a mis en place cette plateforme avait rajouté un objectif qui était de détruire ce couvert sans glyphosate. Donc, c'est pour répondre à tout ça qu'on a mis en place cette plateforme dont je vais vous détailler un peu le contenu. Alors, on est à Rohr, donc on est passé dans le Bas-Rhin. On est entre le Korsberg et l'arrière Korsberg, donc on n'est plus sur des limons très légers, on est sur des limons qui commencent à devenir un petit peu plus argileux. Sur des réserves utiles qui sont tout à fait correctes, hein, autour de 150 mm. Et par contre, particularité de la parcelle, elle est conduite en non-labour depuis plus d'une dizaine d'années. Alors, sur cette plateforme expérimentale, qu'est-ce qu'on y a fait?
Donc plusieurs démonstrations donc, en octobre 2019 de travail du sol, donc avec soit des outils à dents, cracker, cultimer, passés à différentes profondeurs, du strip-till. Et puis vous voyez ici une bande relativement large où il y a marqué pas de travail du sol. Tout ça simplement parce que le jour où on a fait nos démonstrations, les conditions en fait étaient vraiment pas bonnes. C'était très humide ce jour-là. Et donc, du coup, on n'a pas fait toutes les démonstrations qu'on avait prévues. On s'est arrêté aux 3 premières. Donc, il nous a resté une bande, en fait, où on n'a pas fait les démos et où il n'y a pas eu de travail du sol, on va dire un peu par hasard. Il n'y a pas eu de travail du sol de tout l'hiver. À côté de ça, une autre partie de la parcelle, on a semé des couverts hivernaux. Alors un mélange de févrole, pois, vesse et un petit peu de moutarde, de 3 façons différentes. Donc la bande là, le long du chemin, qui est la plus large, ça a été semé après un passage de chisel et avec semis combiné herse rotative. Une autre bande a été semée, celle du milieu là ici, en direct avec un semoir semi-direct, un easy drill de Sky. Et la dernière modalité ici, on a laissé tomber le travail profond et on a fait juste un passage de herse rotative directement dans les cannes de maïs. Donc voilà en fait les différentes modalités qui ont été testées sur cette parcelle-là. On a greffé là-dessus un sous-essai destruction chimique du couvert. Je vous l'expliquerai un peu plus en détail. L'idée, c'était de combiner destruction mécanique et chimique et donc de trouver les meilleures alternatives chimiques pour compléter la destruction du couvert. Sinon, sur le semis du maïs et le reste de l'itinéraire technique, tout a été conduit de la même façon. Le maïs a été semé le 24 avril avec un petit peu d'engrais starter au semis, pas d'insecticide du sol, pas d'anti-limaces. Et toute la parcelle a été désherbée en prélevé 3 jours après le semis avec un mélange Adengoca mix. Et particularité de cette parcelle-là aussi, mais qui ne joue pas beaucoup, c'est que dans le mélange désherbage a été rajoutée la solution 39 pour la fertie azotée. Notre couvert sortie d'hiver, donc ça c'est une photo du 13 mars. Donc vous voyez, c'est pas très développé, mais il est semé depuis le 1er novembre. L'hiver, il l'a pas trop poussé, ça a juste servi à ce qu'il germe et qu'il sorte de terre. Donc le 13 mars, le couvert est très peu développé. Je vous ai mis sur le graphique, donc en bleu, c'est les févroles, en rouge, les pois, en vert clair, les vesses, la moutarde en violet. Les pourcentages de levée ce même jour-là, donc mi-mars. Donc, vous voyez que là, sur la première modalité, avec travail profond plus semi-herse rotative semoir, on a des très bons taux de levée pour les légumineuses. Pour les moutardes, c'est beaucoup moins important. Peut-être que c'est la profondeur de semis qui était un peu trop importante pour cette espèce. À l'inverse, en abandonnant le travail profond, en semant juste à l'herse rotative semoir, on a des bons taux de levée pour les féroles, pour les 2 autres légumineuses un petit peu moins. Les moutardes sont complètement absentes de cette modalité, y compris la modalité du milieu ici. J'en ai pas vraiment d'explication, à part éventuellement de dire que les petites graines de moutarde se seraient sédimentées dans le semoir et tout serait tombé au début de la parcelle, mais j'ai pas vraiment d'explication à l'absence des moutardes ici. Dans la modalité du milieu ici semi-direct, je pense que c'est vraiment lié aux très mauvaises conditions de semis. Donc fin octobre, quand on a semé, le semoir direct bourré dans les cannes de maïs, c'était vraiment trop humide, donc on n'a vraiment pas fait un semis de qualité. Donc là, pour cette modalité semi-direct, pour moi, c'est vraiment les conditions d'intervention qui n'étaient pas réunies au moment du semis. Le 24 avril, donc un peu plus d'1 mois après, donc le couvert là pour le coup a bien poussé. On est à un peu plus de 2 tonnes de matière sèche hectare. Et donc c'est le 24 avril qu'on a semé le maïs. Donc une petite vidéo pour vous montrer comment ça a été semé. Donc à l'avant du tracteur, on a accroché un rouleau hacheur, c'est un roll crop d'Actisol. Donc ce rouleau vient hacher le couvert et directement derrière, sur l'attelage du tracteur, on a le semoir qui vient semer le maïs.
Alors, c'est un semoir monosème NX, donc c'est quand même un semoir qui est relativement typé semi-direct. Ce qui permet finalement d'intervenir dans des conditions comme ça et d'avoir des levées qui sont plutôt intéressantes. Je ne garantis pas qu'on aurait eu les mêmes résultats de levée avec un NG3 ou un NG4 standard. Là, sur le NX, on a quand même un disque ouvreur, on a des chasses débris rotatifs, on a un semoir qui est alourdi et on a des roues plombeuses adaptées à l'arrière. Donc, le semoir permettait en tout cas de venir semer dans ces conditions-là. Pour tout ce qui est de la partie sans couvert, on a gardé exactement le même attelage. Donc pareil, vous verrez travailler le rouleau. Donc le rouleau ne fait pas grand-chose, hein. Il vient juste éventuellement niveler un petit peu quand il y a besoin. Mais voilà, donc on l'a gardé quand même à l'avant du tracteur, plus pour un équilibre sur la charge. Mais ce n'est pas lui qui a fait de vraies reprises. Donc en fait, sur toutes les modalités où il n'y a pas de couvert, il n'y a pas eu de reprise de printemps classique avec un vibro ou une verse rotative. Donc tout a été semé avec l'attelage que vous venez de voir passer. J'en viens tout de suite à notre sous-essai destruction chimique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? Quel était l'objectif? Donc, vous avez vu comment on a détruit le couvert mécaniquement. L'idée, c'était de savoir qu'est-ce qu'il fallait utiliser pour compléter chimiquement la destruction de ce couvert. Alors, première question déjà, est-ce que la destruction mécanique est suffisante ou est-ce qu'il faut une destruction chimique complémentaire? Donc, en marron, vous avez toutes les modalités où les produits ont été appliqués en prélevé et en vert, les modalités de post-levé. Donc, en prélevé, on va retrouver de la mésotrione à 1/3 de dose ou alors du glypho à 1 litre. Qu'on s'est dit. Et en post-levé, on est de nouveau sur des applications de mésotrione avec un petit peu d'hormones ou alors du Caprenou. Une photo de cet essai, donc du 2 juin, donc un mois et 10 jours après SMI, donc après les applications d'herbicides. Donc vous voyez ici, sur cette rangée de bordure, là, on est sur du roulage seul. Donc là, il n'y a pas eu de complément chimique au roulage. Donc vous voyez que le roulage seul n'est pas suffisant. Le roulage va permettre de plaquer le couvert au sol, de laisser le temps au maïs de commencer à germer et de lever, mais il n'assurera pas la destruction du couvert. De même, et on a mis cette modalité-là pour s'en convaincre une bonne fois pour toutes, 1 litre de glypho n'est absolument pas suffisant pour détruire un couvert de légumineuses. Ça peut être suffisant pour détruire un couvert de jeunes graminées, mais pas de légumineuses. Donc, roulage seul ou glypho, efficacité insuffisante. Et entre les deux, on a des choses qui peuvent servir. Alors, comment est-ce qu'on a noté cet essai-là? Donc, ce que je vous ai mis sur le graphique, en fait, c'est que toutes les semaines, je suis allé voir l'essai et je me suis positionné en tant qu'agriculteur en me disant, bah, tiens, est-ce que la destruction du couvert est suffisamment forte pour me rassurer, en tout cas pour que je ne sois pas trop inquiet par rapport au développement de mon maïs? Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça une note inquiétude par rapport au développement du maïs. Donc, vous voyez que tout ce qui est ici supérieur à 6-7, il y a plein de modalités là. Tout ce qui est supérieur à 6-7, ça veut dire que j'étais très inquiet et à juste titre, vu les résultats qu'on a eus après sur ce sous-essai. Donc, tout ce qui est au-dessus de 6-7, j'en parlerai même pas parce que ce n'est pas suffisamment efficace pour permettre au maïs de se développer correctement. Malgré tout, il y a 3 modalités qui ressortent. La première, qui est tout en bas ici, vous voyez que dès le départ, en fait, mon inquiétude par rapport à mon maïs était très faible, voire nulle. C'est une modalité qui n'est pas dans l'essai, c'est la modalité avec le désherbage de l'agriculteur. Je vais juste revenir sur la photo d'avant. Le désherbage de l'agriculteur, c'est tout ce qui a été fait là, tout ce qui est fait autour de l'essai. Donc, vous voyez le couvert qui est presque déjà complètement séché et le maïs qui se développe bien. Donc ça, c'est la modalité qui ressortait le mieux. La seconde modalité qui me paraissait intéressante, c'est celle-là ici qui démarre en pointillé violet. Donc, c'est avec du roulage et avec application de mésotrione à 1/3 de dose, donc Callisto. L'intérêt de cette modalité-là, c'est qu'elle permet de calmer suffisamment le couvert entre le traitement de prélevé et le stade 2-3 feuilles du maïs, où pour le coup, il aurait fallu réintervenir. Cette seule application ne suffit pas à détruire le couvert, il aurait fallu réintervenir en post-levé du maïs pour compléter le désherbage.
Et la troisième modalité qui est intéressante, c'est le même programme de désherbage, celui de l'agriculteur, donc Adengo Camix, mais sur une partie de la parcelle qu'on n'avait pas roulée. Donc, on n'a pas roulé, on a volontairement levé le rouleau au moment où on a semé et l'agriculteur a désherbé par la suite. Donc, vous voyez qu'au départ, ce n'est pas très encourageant, mais finalement, ça fait partie des solutions qu'on pourra peut-être travailler un petit peu. Voilà, donc en conclusion sur ce sous-essai destruction chimique, glyphosate insuffisant sur ce type de couvert. Le roulage seul n'est pas suffisant non plus. Par contre, il faut le compléter avec du traitement chimique pour pouvoir finalement assurer la levée du maïs et assurer le fait que le maïs passe au-dessus du couvert. Et donc, pour ça, la mésotrione semble être une solution qui paraît intéressante. Alors, juste un petit rappel réglementaire, donc le Callisto non commercial n'est pas homologué en prélevé du maïs, il est uniquement homologué en post-levé. Par contre, il existe des produits commerciaux comme par exemple le Caliprime Extra qui est exactement la même matière active qui est de la mésotrione et qui, elle, est homologuée en prélevé du maïs. Donc, on a une solution réglementairement viable qui nous est donnée pour pouvoir travailler un peu plus cette technique-là. Je vais revenir à l'ensemble de la plateforme. Vous allez retrouver toutes les modalités que je vous ai énumérées au début. Donc, à chaque fois, je vous ai mis en marron les modalités où il n'y a pas eu de semis de couvert et en vert clair, les modalités où il y a semis du couvert. Donc là, vous avez les comptages peuplement maïs réalisés fin mai. Donc globalement, tous les peuplements sont à peu près corrects. Il n'y a que dans cette modalité-ci, donc où il n'y a pas eu de travail du sol, il y a eu un couvert semé en direct. Donc je vous ai dit que le semoir SD bourrait parce que c'était trop humide. Donc on a tassé un peu la surface, on a un peu matraqué la surface, ce qui fait qu'on a eu un peu plus de mal que dans les autres modalités pour venir semer correctement notre maïs dans cette modalité couvert SD. Sinon, tout le reste, y compris la modalité où il n'y a pas eu de travail du sol du tout, où il n'y a rien eu du tout, y compris cette modalité-là, on arrive sur des peuplements levés qui sont tout à fait corrects. Les stades du maïs, donc là, il y a quelque chose d'intéressant à retenir, c'est que, donc on a constaté, et ça on l'a déjà vu sur d'autres essais aussi, à chaque fois qu'on a un couvert qui est gardé, on va dire vivant jusqu'au semis du maïs, le sol se réchauffe un petit peu moins vite quand même. On a un petit peu plus d'humidité résiduelle, mais c'est surtout l'aspect réchauffement qui est un petit peu pénalisé, ce qui fait que les maïs démarrent un petit peu moins vite. Donc là, vous voyez, sur les couverts, on est à 3 feuilles, quand sur toutes les modalités sans couvert, on est en moyenne à 3 feuilles et demie. Donc, on a une demi-feuille d'avance pour les maïs qui ont été semés sur des modalités sans couvert. Pardon. Vous en avez une illustration ici. Là, on a eu un loupé de semis. Donc là, il n'y a pas de couvert. Vous voyez ici que le maïs est légèrement plus vigoureux, plus en avance par rapport à ses voisins dans la partie avec couvert. Et donc, cette légère avance, on l'a gardée sur tout le printemps. Concernant les résidus en surface, donc c'était quand même un objectif pour nous. Donc, on est toujours dans cette thématique réduction de l'érosion, réduction des coulées de boue. Donc, toutes les modalités avec travail du sol, que ce soit du cracker, du cultimer, du strip-till, on arrive systématiquement à notre objectif qui est de 30% de résidus en surface après les semis au printemps, ce qui est la limite pour avoir une bonne efficacité par rapport à la maîtrise du risque érosion. À partir du moment où je ne travaille pas le sol, je laisse toutes les cannes de maïs en surface, mon pourcentage de sol couvert par les résidus, il monte à 70%. L'intérêt de mettre en place un couvert, c'est que je peux travailler le sol. Donc là, ici, dans cette modalité-là, chisel plus cerce rotatif couvert, le travail du sol, il est rapproché de ce qu'on a fait ici avec le cultimer ou avec le cracker. Et donc, le fait de mettre un couvert me permet de doubler ma quantité de résidus en surface au printemps. Donc, le fait de mettre un couvert permet de gagner un peu sur ce plan-là aussi par rapport à la maîtrise du risque érosion.
Donc là, quelques photos du développement des maïs, là, milieu du mois de juin. Donc les maïs dans le couvert, toujours avec leur légère demi-feuille de retard, ben, se développent bien, tout se passe bien. Le couvert est maîtrisé, donc plus de soucis par rapport à ça. Ça, c'est une vue sur la modalité maïs en semi-direct. Donc vous voyez, ça se développe bien, il n'y a pas de manque, c'est plutôt bien parti. On a mesuré sur cette plateforme-là l'évolution de l'humidité du sol parce que quand on parle de couvert avant maïs qu'on va laisser jusqu'au semis, on a toujours le réflexe de se dire le couvert va pomper de l'eau et cette eau ne sera plus disponible pour le maïs qui suit. Donc on a tenté de mesurer ça. Donc sur le graphique de gauche, vous voyez l'évolution de l'humidité du sol à différentes profondeurs, donc globalement entre la surface et 60 cm de profondeur. Donc ça, c'est l'évolution de l'humidité du sol pour les modalités sans couvert. Et sur le graphique de droite, vous avez la même chose, mais dans la partie avec couvert. Alors, ce qu'il faut voir effectivement, c'est que là, dès le début du mois d'avril, on voit le couvert qui commence à absorber de l'eau, l'humidité du sol qui diminue assez rapidement. Et vous voyez ici en barre bleu-violette, ça c'est les précipitations. Donc là, le 11 mai, on a eu 40 mm de précipitations. Alors, ce n'était pas de la pluie d'orage, c'était de la pluie fine sur une bonne grosse journée. Donc, on a eu 40 mm qui ont bien mouillé. Et malgré ces 40 mm-là, vous voyez que tout de suite après, ça ne permet pas à l'humidité du sol de retrouver ses valeurs initiales. Donc, ça veut dire que le couvert, avec ses 2 tonnes de matière sèche, a pompé au moins 40 mm d'eau. Et vous verrez par la suite que c'est ces 40 mm-là qui nous ont quand même un petit peu manqué. Et le maïs, on a vu les conséquences. Donc là, on est fin juin avec l'arrivée des premières grosses chaleurs et toujours pas franchement de pluie à l'horizon. Donc sur la partie droite, c'est pas super visible sur la photo, mais les maïs commencent déjà les feuilles des maïs commencent à beaucoup plus s'enrouler que sur la partie gauche où il n'y a pas eu de couvert. Donc, les maïs commencent à montrer des signes de stress hydrique dans la partie avec couvert qu'ils n'ont pas montré ou beaucoup plus tard dans la partie sans couvert. Une autre explication à ces manifestations de stress hydrique qui peut peut-être se trouver au niveau de la structure du sol. Donc début juillet, les maïs dans le couvert étaient vraiment pas très beaux. Donc j'ai pris ma bêche, j'ai ouvert un petit profil sur un bon mètre de large pour voir un peu ce qui se passait dans les premiers centimètres de sol. Donc, si globalement la structure était pas mauvaise, on avait quand même, vous voyez ici à droite, une grosse patate brune, une patate rouge, ce qui sont des structures de sol qui sont pas très favorables à l'enracinement quand même, voire même plutôt défavorables. Vous le verrez un petit peu mieux en photo. Donc ça, c'est mon petit profil. Là, vous avez un zoom, donc vous voyez les racines qui descendent ici. Et puis là, on a une grosse zone en fait où on n'a quasiment pas de racines. Donc le maïs, c'est pas aller coloniser cette zone qui est dure, dense. Donc on a un problème de structure. Donc ce problème de structure, soit il existait déjà dans la parcelle et on l'avait pas noté avant le semi-découvert, soit il n'existait pas et ces problèmes structuraux ont été créés par le travail du sol en mauvaises conditions à l'automne 2019. C'est plutôt cette option-là que moi je prends. Donc, que les mauvaises conditions de travail à l'automne, en fait, ont généré des tassements qui ont un peu impacté le développement racinaire du maïs. Donc là, on est le 10 juillet, le même jour où j'ai fait mon profil. Donc, vous voyez que le maïs à droite, avec couvert, les feuilles sont plus enroulées, alors qu'à gauche, on n'a pas eu de couvert, on n'a pas eu de travail du sol non plus. Donc, on a un maïs qui a l'air de mieux se porter, en tout cas, que ses voisins de droite. En termes de rendement, sur la partie droite du graphique, toujours en marron, vous avez les rendements des maïs sans couvert, en vert, les rendements des maïs avec couvert. Donc, vous voyez qu'au mieux, on arrive à 80 quintaux. Donc, ça, c'est le résultat de l'été caniculaire et extrêmement sec qu'on a connu dans le Kochersberg. Donc, c'est à peu près, ça reste quand même dans des chiffres qu'on a entendus à peu près sur tout le secteur. Donc, on est plutôt dans la moyenne du secteur, je dirais, avec effectivement
un résultat plutôt décevant, mais qui est plutôt lié à l'année qu'à la technique, quoi. Donc, malgré tout, moi, je vois deux choses qui sont très intéressantes à voir. C'est la différence qui peut exister entre ces modalités-là avec travail du sol plus ou moins profond à l'automne en mauvaises conditions. La partie semi-directe du maïs, où il n'y a pas eu de travail du sol, donc pas de traces de roue dans la parcelle, pas de risque de compactage, et on a quand même 5 quintaux de différence entre ces deux itinéraires de travail ou de non-travail du sol. Donc, ça me conforte un petit peu dans ce que je vous disais avant, c'est que les problèmes de structure qu'on a pu rencontrer pourraient venir des mauvaises conditions de sol au moment du travail du sol à l'automne 2019. On retrouve la même chose si on s'occupe que de la partie couverts végétaux, chisel plus herse rotative, ou alors herse rotative seul. On a de nouveau cet écart de 5 quintaux. Donc, travail profond plus semi à herse rotative, pas de travail profond. Donc, tracteur un petit peu allégé, moins tirant. On retrouve cette différence de 5 quintaux entre les deux. Donc, un effet travail du sol, et puis clairement, hein, donc le couvert qui a pompé de l'eau a eu un impact négatif sur le développement du maïs. Donc, on retrouve un effet d'une dizaine de quintaux hein, sur l'implantation du couvert en moins par rapport aux modalités où on n'a pas eu de couvert. En poussant un petit peu jusqu'à l'analyse un petit peu plus économique, donc j'ai essayé de vous représenter à peu près tous les postes. Donc la première barre bleue là, qui est sur le bas du graphique, donc elle est la même pour tout le monde. C'est tout ce que j'ai appelé autre charge, c'est tout ce qui est exactement pareil dans l'essai. Donc ça va être la fertie, ça va être le désherbage, ça va être le coût de semence maïs, enfin tout ce qui est identique sur l'essai. Ce niveau de autre charge est sorti de Terre d'Alsace de 2020. Ensuite, vous avez la petite partie rouge qui sont les charges liées à l'essai. Alors, c'est soit le coût du travail du sol, avec plus ou moins de coûts de semence ou de coûts d'implantation du couvert végétal. Donc, le travail du sol et ou l'implantation du couvert, semences et travail. Ensuite, j'ai recalculé les coûts de séchage en fonction des rendements de chaque modalité. Vous avez au-dessus la barre, la courbe noire qui est le produit. Et donc, la différence entre les charges et le produit, c'est la marge. Donc là, finalement, la modalité qui s'en sort le mieux, c'est la modalité semi-directe du maïs sans couvert. Donc, on a à la fois économisé le coût du passage et en plus, le fait de ne pas travailler le sol, a priori, a permis de dégager 5 quintaux de plus. Donc, forcément, on a une marge qui est un peu améliorée. Donc, on a finalement entre je ne travaille pas mon sol parce que les conditions ne sont pas bonnes ou je travaille quand même, on peut avoir un peu plus de 100 € de différence de marge à la fin. Donc voilà, donc j'en arrive à la fin. Donc, ce que je trouve intéressant à retenir sur cet essai, en tout cas, c'est que déjà par rapport au couvert, il aurait fallu qu'on essaye de semer un petit peu plus tôt quand même, on va dire première quinzaine d'octobre, au plus tard au 15 octobre, le semer plus tôt, le semer un peu plus dense pour pouvoir semer le maïs plus tôt aussi. En fait, en 2020, quand nous, on a semé notre plateforme au 24 avril, on était parmi les derniers à semer parce qu'il a fallu attendre que le couvert soit suffisamment développé pour pouvoir le rouler. Si on avait semé 15 jours plus tôt, le couvert n'aurait pas été assez développé pour pouvoir être roulé. L'impact du couvert sur la réserve en eau, on l'a bien vu, et d'autant plus avec un printemps et un été extrêmement sec et un été extrêmement chaud. Donc, effectivement, si ces conditions météorologiques doivent perdurer et se répètent systématiquement année après année, ça va être très compliqué dans les secteurs non irrigués de maintenir des couverts longtemps au printemps. Et chose intéressante aussi, sur les interventions à l'automne. À l'automne, quand les conditions sont trop humides pour intervenir, des fois, ne rien faire peut être une bonne solution.
Donc, c'est ce qu'on a vu cette année. Donc, ne pas prendre le risque de tasser le sol si la structure est favorable au départ. En tout cas, prendre le risque de ne pas faire de travail du sol peut s'avérer payant à la récolte. Voilà quelques perspectives sur la suite de ces essais-là. Donc, il faut quand même qu'on essaye de travailler un peu plus, d'approfondir l'impact du couvert sur la réserve en eau. Donc, par rapport à la date de destruction du couvert, quel type de couvert, continuer à travailler sur le mode de destruction, sur la combinaison mécanique-chimique. On va continuer à suivre ces essais-là avec les sondes capacitives qui nous permettent quand même de comprendre assez finement l'évolution de l'humidité du sol. Et donc, pour ça, on va avoir 2 essais en 2021, un qui est reparti donc à Rohr dans le 67 et un dans le Sungo à Galfing, où on va avoir à peu près le même type de questions qu'on va se poser par rapport au maintien de ces couverts au printemps avant les maïs. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je te repasse la parole, Rémi. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont arrivées. Oui, Olivier, il y a eu une question par rapport au type de sol. À Rohr, hein, si tu peux nous préciser un peu le type de sol auquel on a affaire. Alors, en termes de type de sol, donc on est quand même encore dans des collines limoneuses. Malgré tout, la différence entre le Kohorsberg et l'arrière-Kohorsberg, c'est que plus on va être vers l'arrière-Kohorsberg, vers Saverne et les Vosges, plus on va avoir des sols qui vont devenir argileux. Donc là, j'ai pas d'analyse de sol précise de la parcelle, mais au toucher, on doit être à plus de 20% d'argile, je dirais en 23-25% d'argile. Donc, on reste quand même sur un sol limoneux. J'ai mis moyennement profond parce que pour les quelques coups de tarière que j'ai pu y mettre, je suis tombé à 70-80 cm sur des veines argileuses, plutôt des fois un petit peu caillouteuses, donc du cailloutier argileux, qui me font dire que ce sol-là en profondeur peut être quand même peut-être assez rapidement séchant en été. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur 4 mètres d'épaisseur de l'œuf qui sont des formidables éponges à eau. Donc là, on a quand même une réserve utile qui est un peu moins importante que ce qu'on pourrait trouver dans les sols de limon-le-sic profonds. Merci. Je n'ai pas vu d'autres questions pour l'instant. Moi, j'avais une remarque ou une observation, tu me diras ce que tu en penses, oui. Concernant la destruction du couvert. La meilleure efficacité chez l'exploitant, sachant qu'il a rajouté la solution 39 dans son programme de désherbage. On a peut-être également eu un effet justement de facilitateur ou accélérateur de la destruction lié à la solution par rapport au mélange. Est-ce que tu es de mon avis ou est-ce que tu as constaté cela également? Alors, c'est ce que j'avais constaté, hein, c'est que très rapidement, après l'application, donc combiné désherbage plus engrais, on a vu un effet brûlure sur les plantes. Donc moi, je pensais effectivement que c'était probablement dû en grande partie à la solution azotée qui était ajoutée au mélange. Et en discutant avec les collègues du service filière végétale qui ont beaucoup plus de recul que moi sur l'effet des désherbants. Donc, entre autres, François Lenzel m'a dit la solution azotée apporte peut-être un petit plus, mais pour lui, c'est vraiment le mélange Camix Adengo avec 3 matières actives qui sont mélangées. Donc, c'est vraiment l'effet cocktail en fait du programme de désherbage qui a grillé le couvert. Donc, on aurait probablement, mais ça sera peut-être à tester quelque part, eu quasiment la même efficacité en faisant une application séparée désherbage et solution 39. Et je pense que le roulage qui casse un peu le couvert favorise également l'absorption des matières actives et donc d'où l'efficacité aussi suite au passage tout de suite après le semis, donc du désherbage. Oui.
Oui, tout à fait. Donc, c'est bien là l'intérêt de combiner destruction mécanique, donc rouleau qui va blesser les plantes, et de venir très rapidement derrière avec un complément chimique où du coup les plantes vont être beaucoup plus sensibles à l'application de désherbants et on va augmenter l'efficacité sans être obligé d'augmenter les doses. Très bien, merci Olivier. Effectivement, hein, juste en guise peut-être pas de conclusion, mais donc d'observation également, on a vu deux situations. Hein. Semer un couvert après le maïs, on se rend compte de la difficulté, surtout si on est sur relativement tard dans la campagne. Et puis, ben, si on se fait déjà l'effort de semer un couvert après maïs, ben, souvent on veut quand même le laisser entre guillemets longtemps en place pour que le travail il porte ses fruits. Sauf que la question c'est effectivement s'il fait sec, le couvert va pomper une partie de l'eau et à quel moment est-ce qu'on va le détruire? Est-ce que le couvert risque d'assécher ou non le sol? C'est vrai qu'en situation d'irrigation, on a beaucoup plus de latitude. Lorsqu'on est sur des sols déjà séchants, la question mérite d'être posée, à quel moment vaut-il mieux détruire ce couvert ou peut-on laisser le couvert relativement longtemps? François, il a constaté quand même qu'un couvert vivant est quand même aussi très intéressant par rapport au sol, par rapport à la structure, à la porosité au niveau du sol. C'est sur quoi on veut aussi également capitaliser dans ce type de pratique. Voilà, donc on a et donc aussi l'importance de respecter le sol, de vouloir forcer des passages, de rentrer sur des parcelles quand elles sont pas ressuyées, que ce soit en automne ou au printemps. Je pense que la conséquence n'est pas négligeable. On peut très vite se voir impacté de 5, 10 quintaux parce qu'on est allé trop tôt, qu'on n'a pas attendu le ressuyage complet au niveau d'une parcelle. Chaque année est différente, on s'en rend compte, et je pense que tu l'as dit, on mettra en place 2 parcelles là aussi encore à nouveau en place, où on va suivre ça avec des sondes capacitives au niveau de la réserve en eau, et donc on va voir si ces résultats vont se confirmer cette année au niveau année culturelle. Voilà, donc je voulais également rajouter aux participants, donc si jamais vous avez des questions encore précises que vous souhaitez partager avec Olivier ou François, n'hésitez pas à les appeler donc, sur leur téléphone. Donc dans l'invitation, le numéro de téléphone il apparaissait pour Olivier 06 83 92 40 22 et pour François 06 07 78 96 47. Donc toutes ces présentations seront également mises en ligne si vous souhaitez les revoir ou avoir plus de détails pour prendre le temps, arrêt sur image par exemple. Donc n'hésitez pas. Si cette façon de procéder, on ne voulait pas trop, on s'est dit on va occuper 1 heure pour vous mobiliser votre temps pendant 1 heure, comme ça vous avez encore une bonne partie de l'après-midi pour faire des travaux. Donc voilà, moi, si vous avez encore l'une ou l'autre question éventuellement à poser, on est tout à fait prêt à répondre. Faites-nous signe ou utilisez le chat. Sinon, je ne sais pas, j'espère que ces 2 présentations vous auront convenu. On aura peut-être d'autres thématiques. On va réitérer peut-être cette forme de présentation et sur d'autres thématiques. Et sinon, l'idéal serait quand même de se retrouver sur le terrain et de se rendre compte directement sur le terrain de la situation. Donc, rendez-vous sera pris probablement ce printemps sur l'essai Aurore ou dans le Sungo pour voir un peu la situation pratique des sols et des couverts. Merci à vous tous et puis bonne continuation dans les pratiques de non-labour et pour approcher les techniques d'agriculture de conservation progressivement. Merci à vous tous et à très bientôt.